Figurez-vous que vous augmentiez, parce que je suis un peu concerné par cela, et j'en ai parlé à l'antenne, parce que j'ai une habitude de parler des choses que je connais un peu, et c'est vrai que c'est invraisemblable, je le dis régulièrement, on ne peut pas redoubler sa première année de médecine, ce qui est un truc de fou. Donc les enfants sont obligés d'aller en Espagne, en Roumanie, je ne sais où, pour pouvoir passer une deuxième année, parce qu'on ne peut pas redoubler en France sa première année de médecine. Alors depuis cette nuit, ça va plus être le cas. C'est que l'année prochaine, on pourra redoubler ? On va tout faire pour qu'effectivement il y ait une deuxième chance et de réformer avec le ministre de l'Enseignement supérieur dès l'année le prochaine système actuel. Alors je ne sais pas ce que vous appelez l'année prochaine, mais pour septembre 2026. Parce que, voilà. Et ça veut dire que celui qui, par exemple, n'a pas réussi son année en 2025, il a le droit d'imaginer de repartir en 2026 ? Là, il a une possibilité de pouvoir aller en deuxième année de l'AS. Oui, mais ça, oubliez ça. Ça, c'est, en tout cas, ça, mais par c'est contre, très compliqué, ça marche pas. Mais est-ce qu'ils pourraient repartir, par exemple, ceux qui ont manqué leur année cette année, et qui veulent continuer de faire médecine et qui veulent pas passer par ce qu'on appelle l'AS, mais alors c'est un peu compliqué. Est-ce qu'ils peuvent attendre une année ? Ou est-ce qu'ils doivent être obligés de partir en Espagne ou en Roumanie ? Clairement, l'objectif de la loi que j'ai fait voter cette nuit, qui était la loi que j'avais fait voter déjà en décembre 2023, c'est d'éviter l'hémorragie des étudiants. Mais pourquoi vous ne faites pas voter immédiatement qu'on puisse redoubler Pourquoi c'est pas possible ? Non mais vous riez, mais je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi le Parlement ne dit pas cette loi, l'ancienne loi est caduque, ceux qui, cette année, en 2025, n'ont pas réussi le concours, ils ont le droit à une deuxième chance. Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce qu'il y a besoin d'organiser les choses avec notamment les facultés de médecine. On ne réussit pas les réformes avec les facultés de médecine. Donc l'idée, c'est d'inverser totalement la tendance, de former les étudiants en santé en fonction des besoins du territoire et non pas en fonction du capacitaire des universités. Il ne s'agit pas de dire on prend tout le monde si on n'a personne pour les former. Mais je vous dis pas de prendre tout le temps, je vous dis que les gens redoublent. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre. C'est pas compliqué de redoubler. Il y aura toujours un concours. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis bien d'accord. Pourquoi ils ne peuvent pas ? Parce qu'il faut. Votre réponse, moi, je la trouve pas adaptée à ma question. Ils peuvent quand même redoubler. Je pense que. Je demande pas plus d'élèves en médecine. Je demande qu'ils puissent redoubler. Alors moi, je demande pas la même chose que vous, parce que moi, je demande plus d'étudiants en médecine. Je demande plus d'étudiants en médecine. Pourquoi ? Parce qu'on forme le même nombre d'étudiants en santé qu'en 1970. Nous sommes 15 millions de Français en plus, avec une population qui a vieilli et surtout un rapport au travail qui a changé, puisque quand un médecin généraliste part en retraite, il en faut 2 à 3. Maintenant, ce qui est assez inadmissible dans la situation actuelle et qui est le sens de mon engagement, c'est qu'on a plein de jeunes, on manque de médecins, on a plein de jeunes qui veulent faire médecine et en fait, on a un système, le numérus, pour parler simplement, on a un système beaucoup trop sélectif et qui ne prend pas assez de jeunes, qui ne permet pas le redoublement et les jeunes partent à l'étranger, Roumanie, Belgique, Espagne. Donc il faut arrêter cette hémorragie puisqu'on a 1600 jeunes qui partent. Donc pour l'instant, moi je suis en train de m'occuper de ceux qui sont déjà en Belgique, en Roumanie, en Espagne pour les faire revenir parce que si nous, la France, nous ne les prenons pas, l'Allemagne, le Maroc, la Suisse les récupèrent et nous sommes en train de travailler avec Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur, à une réforme pour justement permettre le redoublement de la première année de médecine. Parce que vous savez, des fois, ça joue à quelques points près, à quelques QCM près, et on peut pas jouer sa vie personnelle, sa vie professionnelle sur un QCM, parce qu'il y a ceux qui vont partir à l'étranger, mais il y en a beaucoup qui vont renoncer. Et c'est dommage parce que ça aurait fait très certainement de bons médecins. Donc ça sera en application pour septembre 2026. Yannick Noder est donc avec nous, il est médecin cardiologue, vous pouvez d'ailleurs l'interroger. Il est cardiologue au Centre hospitalier universitaire de Grenoble, chef du pôle cardiovasculaire et thoracique. Vous avez une carrière également politique, vous êtes député de la 7e circonscription de l'Isère, rapporteur général de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Bon, je vous demande pas ce qu'il faut faire quand il fait chaud, c'est pas utile, le cardiologue que vous êtes. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous pourriez mettre en application, les Japonais font ça, c'est que quand il fait chaud, il ne faut pas mettre de cravate chez les hommes, ce qui nous permet d'avoir moins de climatisation. Ah ben voilà. Donc je pense que je vous invite, Pascal, à retirer votre cravate en direct pour lutter contre la canicule. Et je lance un grand mouvement. Quand il fait chaud, quand on est en période de canicule, eh bien j'invite tous les hommes à retirer leur cravate. Et je pense que ça sera un grand soulagement parce que c'est terrible d'être tiré comme ça. Est-ce que vous souhaitez que je me mette nu à l'antenne ? On va rester pour la
pour la santé mentale de nos auditeurs, je pense que c'est bien. Mais voilà, ce grand mouvement, aidez-moi à lancer ça, Pascal. Dans la canicule, les hommes quittent leur cravate. J'ai dit la cravate. Hein. J'écoute les vous êtes bien comme ça. Cardiologue, c'est combien de temps pour être cardiologue ? Oh, c'est beaucoup de temps. Moi, ça a été 12 ans. C'est 12 ans, donc c'est 6. Alors, le général. À mon époque. Le général, c'est 6 ans. Alors, à mon époque, c'était 6 ans. 6 ans après, de médecine. On passait l'internat. J'ai fait 4 ans de spécialité de cardiologie. Et après, on devient assistant des hôpitaux, chef de clinique à la faculté de médecine. Donc, ça m'a rajouté 2 ans. Bon, quand on est interne, on commence à gagner de l'argent ? On gagne un petit peu d'argent, même dès la 3e année, quand on est externe. Mais c'est vraiment anecdotique. Vous diriez que c'est une vocation, par exemple, d'être médecin ? Quand même, je pense que ça fait peut-être un peu vieux de dire ça, mais je crois que c'est pas rien de vouloir s'engager comme ça. Alors, le vocation, je pense que ça fait peut-être aussi connotation à des éléments religieux et autres, mais je pense que oui. Vous avez toujours voulu être médecin ? Je crois que ça m'est venu quand j'étais jeune enfant et que je regardais Médecin de nuit avec Catherine Allégret qui jouait le rôle de Léon et qui organisait les tournées de nuit de ces médecins. Et je trouvais ça extraordinaire. Mais votre père n'était pas médecin ? Ah non, pas du tout. Pas du tout d'un milieu médical et même d'un milieu favorisé. Pas du tout favorisé, puisque je considère que, et justement, c'est bien aussi l'intérêt de ces réformes, c'est de permettre que médecine, justement, il n'y ait pas d'autocensure et que tous les étudiants de France peuvent se dire que c'est possible. La preuve, moi, je suis issu d'un milieu ouvrier et on représentait à l'époque 3% les enfants d'ouvriers en médecine, d'où l'idée aussi de pouvoir mettre dans le pacte des aires médicales les premières années de médecine accessibles dans tous les départements pour justement bien élargir la mixité sociale des étudiants et surtout diminuer le coût, pas de logement forcément à payer, pas de transport, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et je suis sûr qu'avec la précarité étudiante, les étudiants réfléchissent. Alors, souvent j'utilise l'expression ouvrir le capot. Et lorsqu'on aborde un sujet, on découvre des choses invraisemblables et on se dit, mais qu'ont fait ceux qui nous dirigent depuis 25 ou 30 ans ? Je vous assure, c'est effrayant. Et la médecine, je trouve que c'est absolument effrayant. Moi, je connaissais assez peu, évidemment. Tant que t'es pas concerné, des études de médecine, tu ne sais, tu vois ça de loin. Et puis tout d'un coup, tu découvres des choses folles. On ne peut pas redoubler médecine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de dire quand on peut pas redoubler ? C'est-à-dire que l'enfant qui est doué, qui a validé son année, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a plus de 10. Prenons un élève, par exemple, qui a 11,5. Comme c'est un concours, s'il est 145e et qu'ils en prennent que 120, il est à la porte. Même avec 11, 12, il passe pas. Mais non, tu passes pas, ça s'appelle un concours. C'est pas un examen. Okay. Donc, que font les parents ? Donc, ceux qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants ou en Roumanie ou en Espagne ou ailleurs, ils peuvent suivre, mais c'est quand même compliqué de trouver. Tu mets beaucoup d'embarras. Faut trouver évidemment un appartement ou en Espagne ou en Roumanie. Il faut l'inscrire. Il faut faire des multiples démarches. Il faut prendre parfois un avocat qui va payer pour être inscrit, etc. En fait, c'est des formalités invraisemblables. Tout ça coûte de l'argent. Et je me dis, mais Monsieur Neuder, vous qui êtes responsable, changez ça. Alors, Pascal, je l'ai fait puisque donc je suis parlementaire depuis juin 2022, élu député depuis juin 2022, et j'ai fait voter cette proposition de loi en décembre 2023, qui avait trois articles très simples. Le premier, c'était justement de supprimer le numérus, toute forme de restriction à la formation, et justement d'inverser la donne sur les territoires. Et c'est quoi un territoire ? C'est des élus locaux, c'est des agences régionales de santé, c'est des facultés de médecine, c'est des universités qui doivent se mettre d'accord pour définir les besoins du territoire et de pouvoir ouvrir davantage de postes et ensuite de pouvoir accompagner ces étudiants. Le système est beaucoup trop restrictif actuellement et c'est bien pour ça qu'on voit une fuite qui s'accélère d'ailleurs depuis un certain nombre d'années vers des pays étrangers. On peut regarder les dentistes. 54% des dentistes qui s'installent actuellement en France ont fait leurs études à l'étranger. Donc je pense qu'on a complètement perdu le contrôle de la formation médicale, paramédicale en France. Alors pourquoi ? Parce que si on remonte les professionnels de santé ou c'est les politiques ? Si on remonte l'histoire, en fait, on est parti d'un concept il y a 30 ans que moins il y avait de médecins, moins il y avait de dépenses de santé.
Et c'était un concept et moi, très malade. Alors voilà, c'est un petit peu voilà. Donc c'était ça. On est tombé globalement là, on forme à peu près 11-12 000 médecins par an. Et on est tombé dans les années 90 à 3500. C'est bien pour ça qu'on arrive maintenant à des chiffres qui sont pas du tout aux enjeux de notre société, puisqu'on a beaucoup plus besoin de médecins sur les territoires. Sur Saint-Quentin. Yannick Neuder est là et Yannick interroge Émilie Dèze et lui demande si vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose à ce que disait Émilie. Non, je pense qu'il y a un sujet effectivement qui c'est important que je puisse réagir sur effectivement les 7 cas de syndrome hémolytique et urémique qui ont été détectés sur la ville de Saint-Quentin. Et je crois que le ministère de la Santé est complètement mobilisé sur ce sujet. J'ai eu Madame le maire de Saint-Quentin hier soir, ainsi que le député et Xavier Bertrand, le président de région. On est en train de mener les enquêtes pour effectivement déterminer les causes de cette infection. C'est une bactérie qui produit des toxines et qui peut conduire au décès. Donc naturellement, toutes mes pensées vont vers la famille de cet enfant de 12 ans qui est décédé. Un autre enfant est en réanimation et on redouble de vigilance et surtout on enquête de partout avec les services de Santé publique France, les services vétérinaires pour effectivement déterminer l'aliment potentiellement qui est à l'origine de cette infection. Donc c'est un sujet sur lequel nous sommes très engagés sur ce sujet et que je suis d'heure en heure. Monsieur le ministre, je vais vous demander peut-être de mettre le micro plus précisément, voilà, devant exactement. Pardonnez-moi de vous proposer cela. Alors, on va parler du plan santé mentale dans une seconde. Il a été annoncé la semaine dernière. Simplement, on revient proposition de loi pour la suppression du numerus. Vous l'avez dit. Le texte reforme les modalités d'admission et de place ouverte dans les études de médecine. Les députés avaient voté en faveur du texte déjà début décembre 2023. Il y a près d'1 an et demi. Donc ça, c'est une bonne chose. Le numerus clausus qui permet, parce qu'il y a des déserts médicaux. Nous sommes d'accord, et que ces déserts médicaux, c'est il faut former plus de médecins. Ça paraît quand même simple à dire, c'est une évidence, mais pour cela, il faut qu'on définisse clairement les besoins avec les élus locaux et qu'ensuite on adapte le capacitaire auprès de nos universités. Donc c'est une réforme qu'on ne réussira pas sans nos universités, sans les doyens de médecine, et qu'on puisse travailler sur ce sujet-là pour le mettre en application le plus rapidement possible. C'est intolérable pour les Français de ne pas arriver à se faire soigner et de voir son petit-fils, sa petite-fille, son enfant, son fils vouloir faire médecine et être obligé de partir à l'étranger. Nous sommes d'accord. On parlera de la préparation de l'été pour assurer la continuité des soins, les bons réflexes à avoir pendant la canicule, etc. Et puis le plan santé, je l'ai dit, Albéric va être là dans une seconde pour vous poser une question, et lui-même a été directeur d'un établissement scolaire. Mais il y a une chose également que peut-être les auditeurs ne savent pas, que moi j'ai appris très récemment. Sur les 40 premiers, par exemple, dans un concours de médecine, tel qu'il vient de se passer dans un examen, ou quoi, dans un concours, ces derniers jours, vous avez 38 jeunes femmes sur 40. C'est-à-dire que sur les 40 premiers, c'est 38 femmes. C'est extraordinaire. Donc, d'abord, ça montre qu'elles sont beaucoup plus douées, manifestement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ou plus travailleuses, ou plus douées. Est-ce que vous en tirez une conclusion ? C'est quand même... Il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé. D'abord, est-ce que c'est un seul concours ? Ou est-ce que c'est vrai pour toute la France, Non, je crois qu'effectivement, on voit une grande féminisation, notamment des études de médecine, c'est vrai. Alors, j'ai pas l'ensemble des explications, mais je crois que déjà, c'était aussi une évolution, c'est-à-dire que avant, on avait un peu un archétype, le médecin était un homme et la femme était infirmière, et je crois que tout ça est en train de voler en éclats. Mais il y a 50-50 là dans un concours, il y a autant de garçons que de filles qui se présentent, alors c'est les filles qui... Pourquoi ? Je pense qu'il y a un sujet de maturité. Moi, je l'ai remarqué, j'ai moi-même des fils qui ont eux-mêmes parfois fait des études de médecine. Ils n'ont fait que la première année, ils n'ont donc pas réussi non plus. Et je voyais bien qu'il y avait peut-être un problème de maturité. Je pense qu'à âge identique, les filles sont probablement plus mûres. Et puis, je pense que sur, en tout cas, la capacité à davantage travailler, je pense qu'il y a un sujet aussi de concentration, de durée dans le temps qui est peut-être plus
plus important chez les filles. 11h37, Yannick Neuder, ministre de la Culture, ministre de la Médecine, ministre de la... Santé, c'est Rachida Dati à la Culture. Ministre de la Culture, ça va mal. Hein. Vous voyez, je pense qu'il faut que je fasse attention à ma santé mentale. Ministre de la Santé, ministre de la Médecine est avec nous et vous pouvez l'interroger. Albéric est là. Bonjour Albéric. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur d'un établissement scolaire, ou vous l'étiez, je crois d'ailleurs, parce que vous avez... Alors, je l'étais, et puis là je vais repartir sur une nouvelle mission, en effet, plus en province maintenant, mais j'ai travaillé pendant 15 ans en banlieue. C'est un secteur où l'instabilité psychologique est vraiment, je dirais, en souffrance. La stabilité psychologique est en souffrance pour l'enfant en banlieue. Pour les jeunes. Donc vous voulez intervenir sur le plan santé mentale qui a été annoncé la semaine dernière, c'est ça? Exactement, Pascal. Et je voudrais poser la question suivante. Nous sommes dans une époque actuellement qui est très très à la une de la psychologie mentale, notamment du collégien. On vient d'entendre même le fruit de cette psychologie en disant que finalement le garçon est certainement plus mûr à 14 ans que la jeune fille. Non, je ne partage pas avec... c'est le contraire. C'est le contraire. C'est la jeune fille qui est plus mûre. Oui, pardon. Oui, voilà. C'est la jeune fille qui est plus mûre que le garçon. Plus mature, en tout cas. Non, plus mature. Non. C'est-à-dire qu'en fait, le garçon repose sur un besoin d'être encouragé dans sa compétence, parce que c'est ça qui est le plus important pour lui, alors que dans la sensibilité d'une jeune fille, c'est la compréhension et l'attention. Donc le travail est beaucoup plus compliqué à mettre en confiance un garçon qu'une fille, mais la maturité est semblable. La seule chose, c'est qu'il faut s'adapter aux gens, et notamment aussi s'adapter aussi au contexte dans lequel on plonge l'enfant. L'enfant collégien est dans l'instabilité, c'est naturel, c'est normal, il a besoin de repères. Et aujourd'hui, nous avons interdiction de donner le moindre repère disciplinaire, pédagogique, historique, et j'en passe. Nous avons que des réformes qui nous mènent dans un chemin de déstabilisation totale du collégien, alors que c'est l'âge le plus extraordinaire qui soit dans l'histoire humaine. Donc ma question est la suivante: est-ce que nous pourrions arrêter de passer nos décisions éducatives et nos décisions académiques reposant seulement sur des opinions et des sensibleries, et également sur un regard uniquement psychologique, mais que nous revenions vers la personne humaine en permettant à cette personne humaine d'être initiée tout simplement à l'âge adulte. Bon, Albéric, d'abord, Yannick Neuder est ministre de la Santé. Je suis pas sûr que cette question s'adresse directement à lui. C'est pas exactement ça, c'est plus... Alors, vous pouvez quand même répondre. Moi, Pascal Praud vient de le dire, moi je suis ministre de la Santé, monsieur, donc je vais vous répondre sur globalement la santé mentale de nos collégiens, puisque vous parlez spécifiquement du collège. Moi je crois que surtout c'est de pouvoir dire tranquillement que c'est un âge clé, puisqu'on sait que c'est à l'adolescence que beaucoup de pathologies psychiatriques se décompensent, que ça soit la schizophrénie, que ça soit la bipolarité. Je crois que nous avions besoin en France de se saisir de ce sujet. Donc moi je remercie Michel Barnier et François Bayrou qui successivement ont souhaité que en France 2025 soit une grande année de santé mentale. Ça ne doit pas rester un slogan, et je remercie les journalistes qui ont joué un rôle important, notamment ceux qui ont fait leur coming out en révélant par exemple leur bipolarité, puisque ça a permis de déstigmatiser aussi ce sujet auprès du grand public. Maintenant, on voit bien que les enjeux sont importants. Le premier enjeu, et je pense que la communauté éducative y est très sensible, c'est de repérer. Il faut pouvoir être en capacité de repérer au sein des établissements scolaires l'ensemble des enfants, premier degré, collège, lycée, c'est étudiants. Pas simple, des enfants, quand l'autre jour on a appris qu'un enfant de 7 ans était arrivé avec un couteau. 7 ans, donc... Non, mais je dis pas que c'est simple, mais je dis que c'est pas parce que c'est simple... Marquons une pause à 11h41, puisque ça nous permet de parler précisément du plan santé mentale annoncé la semaine dernière. Vous l'avez dévoilé le 11 juin, un plan pour tenter de mieux repérer et soigner les troubles psychiques, mais aussi de rendre plus attractive la psychiatrie. Vous allez nous dire comment on peut progresser dans ce domaine. À tout de suite. Le plan de la santé mentale. Moi, j'entends des choses que dans la rue aujourd'hui ou dans la nature, il y aurait de plus en plus de personnes qui souffriraient de troubles psychiatriques, psychiques, parce qu'on n'a pas assez de lits. Je l'entends. Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? Je n'en sais rien.
J'entends également que dans les collèges, dans les lycées, il y a aujourd'hui des troubles psychiques, psychiatriques qui n'existaient pas il y a 10, 15 ou 20 ans. J'entends ça. Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? Je n'en sais rien. Mais je vois en tout cas que vous avez proposé un plan santé mentale la semaine dernière. Et puis, disons-le aussi, parce que là, je traduis la pensée de parents qui nous écoutent. Dans ma génération, personne ne prenait rien. Aujourd'hui, vous êtes avec des jeunes gens, tout le monde prend quelque chose, du Xamax, du bidule, etc. Donc, les gens, moi, jamais rien pris de ma vie, personnellement. Donc, on se dit, est-ce que c'est nous qui avions des soucis et on les gérait différemment? Ou est-ce que effectivement, toutes ces générations aujourd'hui sont si différentes qu'elles sont sous Prozac, sous Xamax, sous que sais-je? Tout ça est un peu large. Tout ce que vous avez dit, quelque part, il y a une part de vrai. C'est un constat. Je crois que, en tout cas, ce qui était important pour moi en tant que ministre de la Santé, qui est en charge de la santé des Français, c'est de ne pas nier ce problème. Ce sujet, il existe. Il y a un sujet de santé mentale dans notre pays, qui d'ailleurs pas que dans notre pays, puisque quand j'échange avec mes collègues ministres européens, en Europe, le sujet est partagé par tout le monde. Et on en parlera encore demain, puisque je serai au Luxembourg pour le Conseil des ministres. Je crois qu'il y a différents facteurs. Déjà, il y a un stress ambiant beaucoup plus important. On voit bien que la situation internationale, alors qui a toujours été compliquée, mais on a beaucoup plus accès à l'information maintenant avec les réseaux sociaux, avec les informations en ligne. Donc, on a une situation internationale qui est extrêmement compliquée, qui peut être anxiogène quand on voit, comme si c'était des films, tous ces bombardements à la télé. On a une éco-anxiété qui est réelle avec ce réchauffement climatique, tous ces sujets-là. On a des générations qui voient que ça va être peut-être plus difficile pour eux de vivre mieux que la génération précédente, et on a élevé plutôt nos enfants, en tout cas en ruralité, c'était comme ça, c'est fais des études, mon fils, ma fille, et tu vas pouvoir finalement faire ce que je n'ai pas fait. Donc ces valeurs se perdent également, et on voit bien que c'est très anxiogène. Après, il y a l'impact des réseaux sociaux. Je suis pas en train de dire que tout est réseaux sociaux, mais je pense que c'est quand même mon rôle de dire que pas de tablette avant l'âge de 3 ans, puisqu'on sait que ça impacte négativement le développement neuropsychologique. On peut même aller jusqu'à plus tard, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et puis, les réseaux sociaux chez les ados de 15 ans, mais bien sûr qu'il faut arrêter tout ça. Alors, comment on décèle? Par exemple, il y a des parents qui nous écoutent. Comment on décèle que son enfant va mal? C'est difficile, et je veux pas faire de la psychologie ou de la psychiatrie de bas étage sur votre ligne, mais quand même un adolescent qui se renferme, qui sort moins, qui passe ses journées sur les écrans, sur les réseaux sociaux, qu'on n'arrive pas à faire bouger, qui est très isolé, qui dit il veut pas se lever le matin. Il y a plein de parents qui nous écoutent. Mon enfant va mal. Mais non, mais je suis père moi-même d'enfants de cet âge-là. Bon. Donc il faut savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Je crois qu'on fait. On l'emmène quelque part, ou c'est aux parents de faire on en parle. Exactement. On déstigmatise, donc on en parle, et il faut pouvoir parler de savoir si on se sent bien. Après, je crois qu'il faut embarquer tout le monde dans ce sujet-là. Ma responsabilité, ou mon responsabilité, ça serait de ne pas parler du sujet et de ne pas avoir préposé un plan santé mentale. On m'oppose souvent ce plan santé mentale. Il y a pas forcément d'argent. Déjà, c'est faux. Il y a de l'argent qui est prévu pour ce plan. Après, il faut aussi être tout le monde face à ses responsabilités. On ne pourra pas mettre un psychologue, un psychiatre derrière chacun des Français. Il y a des gros manques, notamment dans l'éducation nationale, puisque beaucoup de postes sont vacants. La ministre de l'Éducation nationale en a pleinement conscience. C'est bien pour ça qu'on va former plus de professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, et qu'on va essayer de rendre le plus attractif possible ces postes. Après, il y a un repérage qui doit se faire. Il faut qu'on ait une sensibilisation de la communauté éducative, que 100% des professionnels de santé qui exercent au sein de l'éducation nationale soient formés. Il y a aussi des gestes de premier secours en santé mentale. On a à peu près 180 000 Françaises et Français qui ont été formés à dépister dans leur entourage proche. C'est quoi un geste de premier secours? En fait, c'est d'avoir développé des compétences qui vous permettent de repérer qu'au sein d'une organisation qui peut être professionnelle, qui peut être associative, de repérer des gens qui vont moins bien et de pouvoir qu'est-ce qu'on fait les conseiller en fonction de consulter. Et là, il y a la deuxième phase après le repérage qui est de pouvoir mettre dans une filière de soins, et il faut qu'on puisse trouver pas un rendez-vous à 6 mois, à 1 an comme c'est actuellement le cas. Donc il y a quelques critiques quand même qui sont venues, et vous pouvez y répondre. Il y a des grandes lignes, mais il manque des éléments financiers majeurs, un échéancier et quantité de mesures. Il n'y a rien sur la prévention, le repérage précoce,
la recherche et la question des jeunes qui revient régulièrement, a estimé la psychiatre Rachel Baucher, présidente de l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers. Alors, je reverrai avec Rachel Baucher, puisqu'elle fait partie du comité stratégique et qu'elle a été... Mais elle dit manque d'argent. Oui, mais manque d'argent, possiblement, mais surtout... Il n'y a pas d'échéancier. Attendez, mais surtout manque de professionnels. C'est comme les soins palliatifs, c'est un peu le même sujet. Moi, je vais tout faire pour ouvrir des soins palliatifs dans tous les départements, parce qu'on a encore une vingtaine de départements qui en manquent. L'argent a été budgété, c'est 100 millions d'euros par an sur 10 ans. Encore faut-il qu'il y ait les professionnels et qu'on puisse les embaucher. Tout à l'heure, on parlait des lits en psychiatrie. Bien sûr que beaucoup de lits ont fermé. Et moi, je ne souhaite qu'une chose, justement, c'est pas de faire de l'économie sur le dos de la santé des Français, c'est de pouvoir ouvrir des lits. Mais moi, je peux ouvrir des lits que si j'ai des professionnels de santé qui sont formés. Donc, on manque de psychiatres, on manque d'infirmiers. On forme 500 psychiatres par an. Je veux qu'on puisse passer à 600. Encore faut-il restaurer l'attractivité de la filière. C'est une spécialité qui fait peur. Soit c'est pas moi qui le dis, c'est les internes en médecine qui ne choisissent pas psychiatrie. Oui. Pourquoi 30% ça leur fait peur, la psychiatrie. 60% pensent que c'est une sous-spécialité. Après, je pense qu'aussi il y a aussi un grand risque aussi de responsabilité quand vous décidez qu'un patient avec des troubles psychiatriques peut sortir, donc vous l'autorisez la sortie de l'hospitalisation. On voit bien que s'il fait un geste envers lui-même ou qu'il agresse quelqu'un d'autre, le psychiatre aura des comptes à rendre. Donc c'est des spécialités dont il faut restaurer la formation. Ce sont des patients par définition difficiles. Et il faut qu'on reforme aussi le cursus universitaire. Ouais. Moi j'ai souhaité que tous les étudiants en médecine ou tous les étudiants dans les études paramédicales, je pense notamment à un infirmier, fassent un stage durant leur cursus en psychiatrie pour justement déstigmatiser... et qui viennent dans des rédactions. Non mais dans des stages médicaux pour voir le version médicale de la psychiatrie. Après, il y a tout le soutien psychologique qui se développe. Les troubles psychiques touchent environ une personne sur 3 ? Oui. C'est important. C'est de plus en plus important. Parce qu'une personne sur 3, c'est quand même... C'est tout la difficulté. C'est-à-dire que c'est quoi un trouble psychique ? Ça va d'un sentiment de mal-être qui peut être très passager jusqu'à des troubles psychiatriques extrêmement importants. Et toute la subtilité de la prise en charge... 2 millions de Français sont pris en charge chaque année en psychiatrie. Bien 2 sûr. millions. Mais bien sûr. C'est des sujets, et la crise Covid n'a rien amélioré, bien au contraire. Donc il faut qu'on puisse réagir. Hommes et femmes sont... C'est la même chose. Non mais c'est la même chose, il n'y a pas plus d'hommes que... Non, c'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, sur les passages à l'acte et sur les suicides, on a davantage d'hommes que de femmes. Par exemple, l'homme peut-être en parlera moins. Il y aura peut-être moins de troubles dépressifs chez l'homme, il y en aura peut-être plus chez la femme, mais dans le passage à l'acte, ça sera plus masculin. Et il y a un âge plus critique. Il y a différents âges critiques, l'adolescence en est un peu avant la cinquantaine en est un également, donc sur les grandes ruptures de changement de vie. Mais ce que je veux redire, c'est que il faut absolument faire ce repérage, et je vous le dis, on parle de l'éducation nationale, mais on parle du milieu sportif, des milieux associatifs, du milieu professionnel. On peut ambiancer notre société avec ces gestes de premier secours, avec un objectif de former 300 000 de nos concitoyens à ces repérages. Ensuite, dans les centres médico-psychologiques, voilà du concret qui fera plaisir au docteur Baucher, c'est effectivement des financements par les agences régionales de santé pour pouvoir justement avoir des plages de consultation sans rendez-vous pour prendre assez rapidement les patients qui sont détectés. Ce week-end, je suis très ancré dans ma circonscription, je suis allé visiter le petit hôpital de proximité de Beaurepaire. J'ai trouvé des psychologues cliniciens, fonctionnaires de l'hôpital public, et je leur ai demandé s'ils avaient ouvert des consultations sur l'extérieur. En fait, ils ne l'avaient pas fait, ne l'avaient pas envisagé, et on a discuté du plan santé mentale. Il y a un collège à proximité. J'ai dit, si l'équipe éducative du collège fait ce repérage en trouvant qu'un gamin ne tourne pas rond et a un comportement qu'on peut considérer comme pas adapté, eh bien, il peut trouver une solution à 600 mètres avec une consultation. Donc, ce maillage territorial, il faut qu'on l'organise. Bon, Yann
Yannick Noder est avec nous. Il est ministre de la Santé. Vous avez pu l'interroger. Il est cardiologue au départ. Alors, on va terminer peut-être avec quelques informations purement médicales cette fois-ci, parce qu'il y a des avancées importantes. Souvent, lorsqu'on reçoit le professeur Cayette en matière de cancer, il y a des avancées qui sont absolument sidérantes, des espoirs dans votre domaine, la cardiologie, les traitements. C'est vrai qu'on est à une période, l'intelligence artificielle notamment permet d'avoir des diagnostics sans doute très rapides entre le moment où vous avez commencé et le moment où aujourd'hui vous pratiquez. Que de changements et que de progrès. Et ça, ce sont des choses extrêmement intéressantes. Dans quel domaine on va le plus progresser, à votre avis, ces prochaines années? Alors, je vous réponds immédiatement. Je veux juste boucler sur la santé mentale, dire que quand même, dans 40% des cas, l'entrée dans une maladie mentale, dans un trouble psychiatrique, se fait dans le cadre d'une crise en urgence. Et donc l'urgence aussi de ce plan, c'est de doter toutes les urgences de nos services hospitaliers de France de professionnels de santé formés spécifiquement à la psychiatrie pour prendre les patients qui rentrent dans le mode urgence. Dans quel domaine on va progresser ces prochaines années et comment? On progresse dans beaucoup de secteurs. Vous l'avez dit, la cardiologie, avec notamment par exemple toute la chirurgie qui se fait maintenant de façon percutanée, c'est-à-dire qu'on n'ouvre plus le thorax, pour parler clairement à vos auditeurs, et on peut mettre des prothèses directement, alors des prothèses cardiaques qui avant nécessitaient d'ouvrir le thorax, d'arrêter le cœur et d'aller le réparer. C'est un Français, c'est Alain Cribier, qui est décédé l'an passé. C'est ce qu'on appelle également des stents. Alors ça, c'est autre chose. Le petit stent, c'est le stent qu'on va mettre dans une artère coronaire. Une artère coronaire, et ça fait rentrer comme ça. Ça fait 3 mm de diamètre. Et on va travailler dans des artères qui font 3 mm alors de diamètre. Alors qu'avant, il fallait ouvrir? Alors avant, il fallait ouvrir, il fallait faire des pontages. Donc on voit qu'on répare beaucoup mieux, de façon beaucoup moins invasive, et surtout ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dépister bien plus tôt les patients. Vous prenez l'exemple du stent, l'idée du stent, c'est d'éviter que le patient fasse un infarctus, parce que quand on vous met un stent sur un rétrécissement de votre artère coronaire, c'est justement pour éviter qu'il y ait l'infarctus. Que l'infarctus, c'est quoi? C'est quand l'artère coronaire, l'artère du cœur se bouche et vous perdez votre cœur, puisqu'une partie de votre cœur meurt. Donc c'est l'importance de toute cette prévention. Progresser dans les domaines de l'immunothérapie notamment? On va surtout progresser, je pense, sur un autre sujet, c'est celui de la prévention. Je pense qu'il y a urgence en France de majorer la prévention. On voit que 40-50% uniquement de la cible dans le dépistage du cancer est atteinte. Donc moi, si j'ai quelques messages à faire passer ce matin, c'est il faut pouvoir se dépister sur toutes les politiques de prévention, de dépistage du cancer. Je pense notamment chez les femmes, sur le cancer du sein 50-74 ans. Je veux même qu'on baisse l'âge de dépistage du cancer, le cancer colorectal. On voit une augmentation du cancer aussi digestif et pancréatique. On peut pas tout dépister. Colorectal, on le fait. Voilà, tous les 3 ans, ça c'est facile. La prostate. Voilà, bien sûr, on peut. Donc avec un dosage, il y a le toucher rectal, et puis maintenant il y a aussi des dosages biologiques qui permettent de le faire. Mais estomac, foie, digestif, on peut. C'est plus compliqué en dépistage. Mais c'est pour ça que tout ce qui peut être accessible au dépistage, il faut vraiment faire cette promotion du dépistage. Je rappelle aussi que certains cancers sont éradicables par la vaccination. Le cancer notamment du col de l'utérus, le papillomavirus. Bien sûr. Et c'est là aussi qu'il faut qu'on joue aussi sur l'obscurantisme et rappeler que la vaccination sauve des vies. Et c'est pour ça qu'on lancera une campagne de vaccination au collège à la rentrée chez les 11-14 ans avec la ministre de l'Éducation nationale. Une double vaccination contre la méningite, puisque nous avons une recrudescence de la méningite. Nous avons eu 60 décès de méningite, particulièrement chez des jeunes, et la vaccination du papillomavirus chez les petits garçons et chez les petites filles. Bon, merci beaucoup, Monsieur Noder. C'était intéressant de vous écouter, de faire un tour d'horizon sur toutes les actualités administratives, mais également médicales pures. Ça vous manque, vos patients? C'est vrai que ça a été une belle période de ma vie. J'ai arrêté de consulter en décembre 2024 quand je suis devenu ministre. Vous les retrouverez peut-être? On ne sait pas. Mais ils vous appellent. Moi, je pense que c'est vos patients. C'est à vos patients que vous manquez surtout. En tout cas, j'ai beaucoup de contacts avec mon service, mon hôpital. Oui, j'imagine qu'ils vous appellent. Je croise beaucoup de patients le week-end et ils me parlent beaucoup.